Regardez autour de vous dans votre chambre. Ressemble-t-elle à un musée d'ambition inachevé? Pièce à conviction numéro 1 sur votre table de nuit. Le livre « Réfléchissez et devenez ». Riche. Vous l'avez acheté en rêvant de changer votre vie. Vous avez parcouru le premier chapitre, acquiescé à quelques passages, puis vous l'avez refermé. Depuis, il a changé de carrière. Désormais, il sert de sous-verre pour votre café du matin. Regardez sous le lit. Un tapis de yoga. Le vestige d'une résolution du nouvel an. Les 3 premiers jours, vous vous êtes entraîné comme une bête. Le 4e jour, vous étiez occupé. Le 5e, vous étiez fatigué. Puis le silence. Aujourd'hui, il est couvert de poussière et sert aussi de griffoir pour le chat. Et dans votre téléphone, la chouette verte de Duolingo hurle. Elle n'arrête pas de vous dire de revenir étudier l'espagnol. Vous aviez juré un jour de parler couramment une langue étrangère, mais votre belle série s'est interrompue il y a 6 mois. Chaque fois que vous regardez ces objets, vous ressentez un petit pincement. Non pas à cause de l'argent gaspillé, mais à cause de l'embarras. Ils sont la preuve physique de votre inconstance. Alors que d'autres avancent vers leurs objectifs comme des marathoniens, vous ressemblez plutôt à quelqu'un qui se promène tranquillement. Vous voyez une jolie fleur, vous la cueillez. Vous voyez un beau papillon, vous le poursuivez. Et la société vous sort ce refrain. Touche à tout, expert en rien. Vous en riez, mais au fond de vous, vous commencez à vous demander « Mon système d'exploitation est-il défaillant? » Voici la bonne nouvelle. Il n'y a rien de mal chez vous. Vous n'êtes pas paresseux et vous ne manquez pas de volonté. En fait, le fondement même qui vous fait abandonner si souvent est la matière première d'un génie polyvalent, un polymathe. La différence entre vous et un maître n'est pas une question de personnalité. C'est une question de stratégie et de compréhension de votre propre cerveau. Aujourd'hui, nous allons analyser quel interrupteur dans votre tête s'éteint dès que l'ennui apparaît et comment le rallumer. Mais pour libérer ce potentiel, nous devons d'abord comprendre le dysfonctionnement qui vous pousse à abandonner trop tôt. Savez-vous comment votre cerveau traite les informations? Les scientifiques appellent cela l'instinct de connaissance. Fondamentalement, nos cerveaux adorent la sensation de ne plus être confus. Quand vous comprenez enfin quelque chose de nouveau, votre cerveau vous récompense par une forte dose de dopamine. Mais voici le problème. Le cerveau des personnes qui abandonnent facilement est extrêmement sensible à ce qu'on appelle l'erreur de prédiction de récompense. Imaginez quand vous avez commencé la photographie. Le premier jour, tenir l'appareil photo était magique. Vous avez appris l'ouverture, le flou d'arrière-plan, la composition. Votre vitesse d'apprentissage était incroyablement rapide. Toutes les 5 minutes, vous faisiez « Oh » ou « Wow ». À ce stade, votre cerveau était inondé de dopamine. C'est exactement comme la phase de lune de miel d'une nouvelle relation. Tout semble rose et parfait. Vous vous sentez naturellement doué. Vous rêvez de voir vos photos apparaître dans National Geographic. Les scientifiques appellent cette phase l'euphorie du débutant, mais le piège apparaît juste après. À un moment donné, vous avez appris tous les principes de base. Vous savez à quoi sert ce bouton, comment fonctionne cet objectif. Soudain, votre vitesse d'apprentissage ralentit. Vous n'avez plus ces déclics toutes les 5 minutes. Vous entrez dans une phase appelée le plateau. C'est alors que la dure réalité vous frappe. Pour prendre une photo vraiment artistique, il ne suffit pas d'appuyer sur le déclencheur. Il faut une connaissance approfondie de la lumière, des heures de post-traitement dans Lightroom et la patience d'attendre toute la journée pour un seul moment parfait. Pour un cerveau normal, on parvient encore à avancer discrètement. Mais pour un cerveau sensible comme le vôtre, le robinet de dopamine se coupe immédiatement. L'excitation disparaît, remplacée par un ennui profond et de l'épuisement. À ce stade, votre cerveau se transforme en un comptable strict et commence à calculer.
Eh, maintenant je dois fournir 10 fois plus d'efforts juste pour obtenir 1% de nouvelles connaissances. C'est une perte énorme. Arrête. Va trouver quelque chose de plus amusant. Et alors vous abandonnez. Non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que vous êtes en état de manque de dopamine. Votre subconscient réalise que la récompense ne correspond plus à l'effort. Pourtant, cette chute de dopamine arrive à tout le monde. Quiconque apprend quelque chose de nouveau finit par s'ennuyer. Alors, pourquoi certaines personnes surmontent-elles ce creux, alors que d'autres non? La réponse réside dans votre résilience psychologique. Et ironiquement, plus vous êtes intelligent, plus cette résilience a tendance à être faible. Maintenant, soyons honnêtes un instant. À l'école, étiez-vous l'enfant brillant, celui qui apprenait une chose et en comprenait 10, qui étudiait à peine mais obtenait quand même d'excellentes notes? Si la réponse est oui, alors vous courez un risque très élevé de tomber dans le piège de la maîtrise. Parce que vous appreniez vite, votre cerveau s'est habitué à ce que les choses soient faciles. Vous êtes devenu accro à la fluidité. Et à cause de cela, vous n'avez jamais développé un muscle psychologique crucial appelé la tolérance à la détresse. La capacité de composer avec l'ennui, le blocage, la confusion et le sentiment de se dire « Wow, je suis en fait assez nul », sans réagir par la fuite. Considérez l'endurance émotionnelle comme le système immunitaire. Les enfants qui grandissent dans des environnements trop propres développent souvent des allergies. De la même manière, les personnes dotées d'une intelligence très vive ont souvent une immunité émotionnelle extrêmement faible face à la difficulté. Quand l'excitation initiale s'estompe, le travail devient répétitif. Pratiquer des exercices de doigté à la guitare des milliers de fois. Réécrire le même code défectueux encore et encore. C'est là que la tolérance à la détresse est censée intervenir. Mais pour vous, habitués à la facilité, cette répétition n'est pas seulement ennuyeuse. Elle ressemble à une torture. Elle déclenche une réelle douleur dans le cerveau et, à ce moment-là, votre habitude d'abandonner pour sauter sur un nouveau projet est en réalité un mécanisme d'évasion. Nous aimons idéaliser le fait de changer d'emploi ou de projet. Nous appelons cela être polyvalent ou se lancer des défis. Mais regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, avancez-vous ou fuyez-vous l'inconfort d'une pratique approfondie? La dure vérité est la suivante. Vous avez l'intelligence d'un adulte, mais la patience émotionnelle d'un enfant de 5 ans qui pleure pour des bonbons. Alors, quel est le plan de traitement? Nous devons traiter la détresse. La tolérance est comme un muscle. Et la règle d'entraînement universelle pour toutes les situations se résume à un seul chiffre, la règle des 10 minutes. Pensez à l'exercice physique. Les muscles ne se développent pas lors des premières répétitions faciles. Ils se développent à la toute dernière répétition, quand vos bras tremblent et que vous avez plus que toute envie d'arrêter. L'intelligence fonctionne de la même manière. La prochaine fois que vous écrirez ou que vous apprendrez à coder et que l'ennui vous frappera de plein fouet, quand votre cerveau hurlera « Regarde tes messages, fais défiler TikTok », reconnaissez-le immédiatement. C'est la répétition finale. À ce moment précis, donnez un ordre à votre cerveau. Je vais te laisser te reposer, mais dans 10 minutes de plus. Ensuite, lancez un compte à rebours. Pendant ces 10 minutes tampons, votre travail n'est pas de produire un travail exceptionnel. Votre travail est de rester en place. Vous pouvez fixer l'écran. Vous pouvez taper n'importe quoi. Mais vous n'avez absolument pas le droit de changer d'onglet. Pourquoi 10 minutes? Parce que les sciences comportementales montrent que n'importe quelle pulsion atteint un pic et attaque pendant environ 10 minutes avant de s'estomper naturellement. Si vous survivez à ces 10 minutes d'enfer, l'ennui se dissipera. Chaque fois que vous faites cela, vous brisez le circuit neuronal de la procrastination et vous apprenez une nouvelle vérité à votre cerveau.
L'inconfort n'est pas un signal de fuite. C'est le signal que la maîtrise commence. Mais se forcer uniquement par la volonté ne suffit pas. Il vous faut un levier psychologique plus intelligent pour ruser face à la peur elle-même. Et c'est là que nous faisons intervenir le Kaizen. Pourquoi procrastinez-vous lorsque vous vous fixez des objectifs comme écrire un roman ou devenir un développeur full stack? Parce que pour l'amygdale, le centre de la peur dans votre cerveau, ces grands objectifs ressemblent à un tigre à dents de sabre. Ils sont trop grands, trop menaçants et trop risqués. La réponse ancestrale du cerveau se déclenche et dit « Bats-toi ou fuis ». Dans le monde moderne, fuir signifie s'allonger sur le canapé et faire défiler son téléphone. C'est l'inertie mentale. La plus grande résistance se produit toujours à la ligne de départ. Pour la briser, nous empruntons une philosophie japonaise, le Kaizen. Plus précisément, la règle de la minute ou les micro-étapes. Le principe est très simple. Décomposez la tâche jusqu'à ce qu'elle devienne une plaisanterie pour votre peur. Ne vous fixez pas un objectif comme pratiquer la guitare 1 heure par jour. Votre cerveau ripostera immédiatement. Fixez-vous plutôt cet objectif. Prendre la guitare et jouer exactement 3 notes. C'est tout, c'est tout. Ne vous fixez pas un objectif comme finir ce livre. Fixez-vous un objectif comme lire exactement un paragraphe. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cela trompe l'amygdale. Jouer 3 notes est si petit, si sûr, que le cerveau ne prend même pas la peine de sonner l'alarme. Vous vous glissez discrètement derrière le mur de défense de la procrastination. Et voici la partie magique. Une fois que vous avez pris la guitare, vous ne jouez presque jamais seulement 3 notes avant de la reposer. Vous finissez par jouer pendant 5 minutes, 10 minutes, parfois 1 heure entière. C'est ainsi que vous activez le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la logique et de la planification, pour reprendre le contrôle sur l'animal sauvage qui sommeille en vous. Maintenant, appliquez l'état d'esprit polymathique ici. Si vous voulez apprendre le dessin, la musique et le code en même temps, n'essayez pas de vous épuiser comme un forcené. Semez de petits cailloux chaque jour. Une ligne de code, un croquis au crayon, une phrase en français. Vous transformez un processus douloureux en un jeu que vous gagnez à chaque fois. Et chaque petite victoire libère un peu de dopamine saine, alimentant votre motivation à continuer. Mais cela mène à une question importante. Si nous continuons ainsi, perdons-nous notre temps sur des choses qui ne mènent nulle part? Quel est le bon moment pour abandonner? La société nous enseigne que les gagnants n'abandonnent jamais et que ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Cette maxime est complètement fausse. La vérité est que les personnes les plus performantes au monde abandonnent tout le temps. Elles abandonnent des projets qui ne sont pas viables. Elles abandonnent des relations toxiques. Elles abandonnent de mauvaises stratégies. La différence entre elles et vous n'est pas de savoir si elles abandonnent, mais quand elles lâchent prise. Elles n'abandonnent pas parce qu'elles sont fatiguées. Elles abandonnent par stratégie. Imaginez ceci. Lorsque vous commencez quelque chose de nouveau, vous tombez dans un trou profond. Seth Godin l'appelle le creux, the dip. C'est la phase où l'excitation initiale a disparu, mais où les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Vous travaillez comme un fou, mais le résultat est toujours nul. La plupart d'entre nous abandonnent juste au fond de ce trou pour des raisons purement émotionnelles. C'est inutile. C'est trop dur. Mais un polymathe, une personne intelligente aux compétences multiples, n'abandonne pas au fond du trou à cause de ses émotions. Il n'abandonne que lorsqu'il réalise qu'il est entré dans une impasse. Alors, comment faire la différence? Voici la formule secrète. Je l'appelle le point d'utilité. Écoutez attentivement. N'abandonnez jamais lors de votre pire jour.
N'abandonnez pas la guitare simplement parce qu'aujourd'hui, vos doigts sont couverts d'ampoules et douloureux. C'est l'émotion qui vous ment. Vous ne devriez vous arrêter qu'après avoir atteint environ 80% des fondamentaux de cette compétence. Suffisamment pour l'utiliser en soutien à une autre compétence. Supposons que vous vouliez soudainement apprendre la photographie. Si votre objectif est de devenir un photographe pour National Geographic et de photographier des lions en Afrique, alors vous devez traverser un creux d'entraînement brutal de 10 ans. Il n'y a pas de raccourci. Mais si vous êtes écrivain et que vous apprenez la photographie juste pour créer de meilleures images de couverture pour vos articles, alors dès l'instant où vous savez régler l'ouverture, comprenez la règle des tiers et maîtrisez la correction colorimétrique de base. Félicitations, vous avez atteint le point d'utilité. À ce stade, vous pouvez ranger l'appareil photo et passer à autre chose. S'arrêter ici n'est pas un échec. Cela signifie que vous avez terminé la récolte. Vous avez obtenu la pierre précieuse dont vous aviez besoin, sans passer 105 années de plus à polir quelque chose qui n'a jamais été l'objectif principal. Ce n'est pas l'ennui superficiel d'une personne paresseuse. C'est le calcul froid de quelqu'un qui sait gérer son temps. Vous n'abandonnez pas. Vous changez simplement de chaîne. Et c'est le moment où tous les morceaux brisés de votre vie s'assemblent enfin pour former une image complète. Vous êtes-vous déjà demandé? Pourquoi est-ce que je continue à apprendre un peu de tout comme ça? À quoi ça sert? La réponse tient en 2 mots, le cumul de compétences. L'ancien monde nous a appris à devenir le clou le plus pointu, à nous spécialiser, à être le numéro 1 expert. Mais regardez ce qui se passe maintenant. L'IA, le C est là. Et devinez qui est le plus facile à remplacer. Les spécialistes qui ne savent faire qu'une seule chose, même s'ils le font extrêmement bien. L'IA peut écrire du code plus vite que les programmeurs. L'IA peut traduire plus vite que les traducteurs. Mais avec qui l'IA a-t-elle du mal? Les gens comme vous, les bâtisseurs de ponts. Regardez James Cameron. On l'appelle le réalisateur d'Avatar et de Titanic. Mais au fond, c'est un véritable polymathe. Il est ingénieur en physique, plongeur en eau profonde et explorateur océanographique. Lorsqu'il a réalisé Avatar, la technologie de tournage en 3D de l'époque n'était pas assez performante. Il n'a pas attendu. Il a utilisé son esprit d'ingénieur pour inventer le système de caméra dont il avait besoin. Il a utilisé la physique pour résoudre un problème artistique. Un pur réalisateur aurait été bloqué. Un pur ingénieur aurait manqué de vision artistique. Seule la combinaison des deux a permis de battre des records au box-office. Ou prenez quelqu'un de plus proche de nous, Ryan Reynolds. Des acteurs beaux et drôles, Hollywood en regorge. S'il ne savait que jouer la comédie, Ryan ne serait qu'une star de plus parmi les grands noms. Mais il a ajouté une compétence supplémentaire, le marketing viral. Il ne s'est pas contenté d'incarner Deadpool. Il a utilisé l'humour sarcastique de Deadpool pour faire la promotion d'Aviation Gin, de Mint Mobile et même du club de football de Wrexham, dont il est propriétaire. Résultat, il a revendu ses entreprises pour des milliards de dollars. Ce n'est pas seulement un acteur travaillant pour des studios. C'est un empire médiatique à lui tout seul. Voyez-vous sa puissance maintenant? Si James Cameron ne savait que plonger, il serait un explorateur inconnu. Si Ryan Reynolds ne savait que jouer, il ne serait qu'un joli visage à l'écran. C'est l'intersection de compétences apparemment sans lien qui les a rendus uniques. Si vous ne faites que bien écrire, vous n'êtes qu'un grain de sable. Si vous ne comprenez que la finance, vous n'êtes aussi qu'un grain de sable. Mais si vous êtes la seule personne dans la pièce capable d'écrire comme un romancier, tout en comprenant profondément le marché boursier, vous devenez rare. Scott Adams, le créateur de Dilbert, a dit un jour ceci. Au lieu d'essayer d'être le meilleur dans une seule chose, essayez de devenir très bon.
dans le top 25%, dans plusieurs domaines, puis combinez-les. C'est ainsi que la plupart des gens réussissent. C'est là votre avantage. Ce que vous détestiez autrefois chez vous, le fait de vous lasser trop vite, est en fait un instinct qui vous pousse à chercher les pièces manquantes. Vous n'abandonnez pas. Vous rassemblez des matériaux. Chaque fois que vous apprenez un peu de guitare, un peu de codage, un peu de cuisine et un peu de psychologie, vous construisez une boîte à outils unique, qu'aucune école n'enseigne et qu'aucune IA ne peut copier. Votre mission n'est pas de vous enfermer dans un moule étroit. Votre mission est de rester curieux, de continuer à relier des points que la plupart des gens ne voient jamais. Alors, gravez bien ceci dans votre esprit. Le monde continuera peut-être à regarder vos projets inachevés en secouant la tête. Les gens continueront peut-être à vous qualifier d'indiscipliné ou de facilement distrait. Mais à partir de cet instant, tout change, car vous comprenez désormais le véritable enjeu. Ne pensez jamais que vous êtes brisé ou qu'il vous manque quelque chose simplement parce que vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas du tout brisé. Votre façon de penser est tout à fait naturelle. Elle est simplement différente de celle de la majorité. Vous n'êtes pas né pour faire une seule chose répétitive toute votre vie. Vous n'êtes pas né pour apprendre de nombreuses autres choses, explorer de nombreux domaines et relier ces connaissances pour créer votre propre chemin. Si cette vidéo vous donne l'impression de lire en vous, alors la vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment est la pièce manquante que vous cherchiez. Cliquez dessus. Vous comprendrez pourquoi. Je suis Apex. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez poursuivre des conversations comme celle-ci. Au revoir et à la prochaine fois.